on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Q&A, Question and Answers. Alors normalement le principe du Q&A c'est on demande à ses abonnés posez-moi des questions sur moi et je vous répondrai. Moi j'ai toujours trouvé ça gênant en fait de dire aux gens allez-y posez-moi des questions sur moi. Il y a quand même un petit côté égocentrique, un peu melonman dans le principe du Q&A. Alors bien sûr quand on est une grosse youtubeuse c'est pratique quand on a toujours les dizaines de mêmes questions de pouvoir répondre au moins une fois pour toutes à tout le monde. Moi j'ai voulu me servir de ce support là mais de le tourner à ma sauce, vous me connaissez parce que sinon c'est pas marrant. Et du coup j'ai décidé de me poser mes propres questions à moi-même. Et je vais appeler ça le auto Q&A. Ce qui est super pratique avec le auto Q&A, c'est que tu te poses les questions que tu veux. Je vais vous rassurer tout de suite, je me suis posé des questions à moi-même pas faciles. Je me suis dit que j'allais me mettre moi-même dans l'embarras. Et ce Q&A, ce sera rapport à YouTube. Parce qu'avec YouTube, on n'est jamais déçu. C'est toujours la foire. On s'en prend toujours plein la tronche. Il y a toujours quelque chose à raconter. Première question. Qu'est-ce qui manque sur YouTube en 2020? Une bonne paire de couilles. Comment je pourrais expliquer ça pour une fois d'une manière intelligente? Sur YouTube en 2020, il manque tout simplement la prise de risque. Tout le monde essaye de rester dans son petit confort, ménager la chèvre et le chou, ne pas avoir de problème, mais aussi faire copain-copain avec les marques, essayer de placer le plus possible, ne pas assassiner la poule aux œufs d'or, essayer de prendre le moins de risques au niveau des prises de position possibles sur n'importe quel sujet. J'ai l'impression que YouTube, c'est le nouveau monde de la collaboration. D'ailleurs moi-même je suis bien placée pour savoir que quand t'en places une de travers, tu te prends une rafale de Kalachnikov en pleine tête et j'adhère pas. Deuxième question, si tu pouvais choisir une fonctionnalité sur YouTube. C'est simple, si je pouvais choisir une fonctionnalité, ce serait une fonctionnalité videur de boîte de nuit. Je pourrais avoir la faculté, laissez-moi rêver 5 minutes, de pouvoir faire entrer sur ma chaîne que des personnes que j'aurais choisies. Alors ça serait le bonheur. Un peu comme un videur. Toi, t'as des baskets, tu rentres pas. Toi, t'es pas en costard, tu rentres pas. Toi, ta chemise, elle va pas, tu rentres pas. Sauf que moi, ce serait pas sur ce sujet des vêtements, ce serait sur le sujet de la tête. Je pourrais choisir des abonnés qui ont le sens de l'humour, qui ne sont pas bien pensants comme je déteste. Alors s'il y a quelque chose que je déteste sur Terre, c'est la fausse bienveillance. Penser correctement, comme il faut penser, comme la société veut qu'on pense. Tous ceux qui n'ont pas de deuxième degré, dehors. Toutes les nunuches qui me crisent dans les pattes pour le moindre truc, dehors. Par exemple, sur ma vidéo sur mes chats relous, je me suis quand même pris comme réflexion en commentaire qu'il fallait pas que 2 chats dorment l'un à côté de l'autre. Vous voyez jusqu'où on en arrive au niveau de la cucuterie, parce que moi j'adore les animaux. Mais quand on me dit qu'il faut pas mettre 2 chats à dormir sur le même lit parce que sinon ça leur fait du mal psychologiquement, il y a un moment donné j'adhère plus. On resterait qu'entre nous, entre gens qui ont de l'humour et qui ont du deuxième degré et qui savent aller au-delà d'une simple phrase. Non, je ne dis pas ça parce que j'ai traversé une période difficile, parce que j'ai osé dire que quelqu'un n'était pas joli. Je vois pas à quoi du tout vous faites référence. C'est un peu mes pyramides de Squeezie, cette histoire-là. Voilà, une espèce de videur de boîte pour la pensée. Troisième question que je me pose à moi-même, est-ce qu'il t'arrive de supprimer des commentaires YouTube? Alors j'ai été beaucoup accusée de supprimer des commentaires et je vais vous dire un scoop, vous avez totalement raison. Je supprime énormément de commentaires et je ne vois pas où est le problème en fait, parce qu'à partir du moment où c'est ma chaîne et que c'est mon espace, si des personnes viennent m'insulter dans ma maison, en fait, c'est un peu ça l'idée, et ben je suis tout à fait libre de supprimer les commentaires que je veux. Alors, est-ce que je supprime des commentaires pertinents? Bien évidemment, je supprime des commentaires pertinents, même quand ils sont pas agressifs, et même quand ils ont l'étiquette constructif sur le commentaire. Vous savez que cette idée de commentaire constructif me hérisse les poils du cul. Pourquoi? Parce que sous réserve d'être constructif, on peut dire tout et n'importe quoi. Bref, dès qu'il y a un truc en fait qui me perturbe et qui me met mal à l'aise dans un commentaire, même si c'est pas méchant, même si c'est constructif, même si c'est ce que vous voulez, en fait, je le fais péter. Donc oui, supprimer des commentaires, c'est un sport national chez moi. Lors de la fameuse polémique, j'en ai eu tellement que, en fait, je ne faisais que ça, je supprimais des commentaires les uns après les autres. Après, j'ai vu dans mes commentaires, oui, elle supprime des commentaires, mais vous croyez quoi, en fait?
toutes les youtubeuses suppriment des commentaires et j'ai envie de vous dire qu'on est hyper vexable, c'est-à-dire que moi, quand je vois un commentaire qui me reproche quelque chose, déjà ça me fait chier, mais en plus de ça, ce qui est la double peine pour une youtubeuse, c'est de voir que le commentaire de reproche a été méga liké. Alors là, et le pire de tout, c'est quand le commentaire est en top commentaire. Cinquième question que je me pose à moi-même, et là je me mets un peu mal moi-même, c'est pourquoi as-tu caché ton nombre d'abonnés pendant si longtemps? Alors, j'ai caché mon nombre d'abonnés parce que je me suis mis en tête de afficher mon nombre d'abonnés à partir du moment où j'aurai 10 000 abonnés. Deux raisons. Je trouvais que être en dessous de 10 000 abonnés, pour moi, c'était un petit peu pas terrible. Voilà. Alors, c'est pas la peine de monter sur ces grands chevaux. Je ne dis pas que les youtubeuses qui ont moins de 10 000 abonnés sont nulles et que c'est pourri et c'est la honte. C'est pas du tout ça. C'est juste que moi, en fait, ça me faisait chier de pas avoir 10 000 abonnés, quoi. Je vous l'avoue, c'est pas facile à dire. Je pourrais très bien le garder et dire non, c'est pas ça, machin. Mais oui, effectivement, je me disais, j'ai même pas 10 000 abonnés, quoi. Deuxième raison, c'est que on a tendance, quand on a une chaîne YouTube, à être totalement obsessionnel avec le nombre d'abonnés. Ce qui est complètement débile en soi. Parce que le nombre d'abonnés, ça veut rien dire. Moi, je connais beaucoup de youtubeuses qui ont 35, 40 000 abonnés. Et là, tu te dis, waouh, les nanas, elles ont 40 000 abonnés, c'est génial. Et en fait, tu regardes le nombre de vues et là tu te dis 2000 vues, 40 000 abonnés. Il y a beaucoup de filles qui ont beaucoup d'abonnés parce qu'elles étaient là il y a longtemps, que les abonnés ont disparu, ne regardent plus mais ne se sont pas désabonnés. Donc en fait c'est des vieux abonnés qui sont même plus actifs. Quand on voit Enjoy Phoenix qui a 3 600 000 abonnés, elle fait un nombre de vues peut-être à 300 000, c'est-à-dire 10 fois moins que son nombre d'abonnés. On est tous complètement abrutis avec notre nombre d'abonnés, on est tous en train de courir après le nombre d'abonnés, de se rassurer avec ça, alors qu'en fait c'est pas du tout un bon thermomètre. YouTube a changé les fonctionnalités, au lieu de mettre 10 000, ils mettent 10K, comme ça on peut plus voir les abonnés un par un monter, et ça c'est vachement bien. Et bien moi, en cachant mon nombre d'abonnés, en fait tout simplement je ne le voyais plus. Et en ne le voyant plus, je devenais beaucoup moins obsessionnelle avec. Veux-tu faire carrière sur YouTube? Non, je ne peux pas. Je ne suis pas assez populaire. Si j'étais suffisamment populaire, ça serait déjà fait. 2, je suis trop âgée. 3, au niveau éthique, c'est faire énormément de compromis avec la franchise. Faut forcément vivre que de ça, donc placer des produits, collaborer avec des marques, essayer de tout le temps faire des collabs avec d'autres youtubeurs. Donc du coup, c'est trop d'énergie. Et puis la raison primordiale, c'est que c'est pas mon métier. Moi, je suis pianiste, je fais de la musique et c'est ça qui m'emplit complètement le cœur et l'âme. YouTube, j'adore ça, mais si j'avais que ça, je serais clairement en manque de quelque chose. Détestes-tu des youtubeuses? Oui, beaucoup. Je déteste énormément de youtubeuses. Il y a plein de youtubeuses que je ne sens pas, que je sens mal intentionnées, intéressées. Donc bien évidemment, je ne citerai personne aujourd'hui, peut-être plus tard. Non mais bon, il faut que j'arrête. Et en général, plus elles sont connues et plus elles réussissent et plus elles ont tous les stigmates de ce que je n'aime pas chez l'être humain. Places-tu des produits? Non, je n'ai pas l'habitude de placer des produits, mais je ne dis pas Fontaine, je ne boirai pas de ton eau. La preuve, quand j'ai reçu le livre de Malène Ridal, j'en ai parlé parce que je l'ai bien aimé. J'ai reçu beaucoup de propositions que je n'ai pas honorées. C'est-à-dire que j'ai déjà reçu des produits de sites dont je n'ai pas parlé, ça me plaisait pas et en plus ça me faisait chier d'en parler. Et en plus j'avais l'impression de me prostituer. Accepter par exemple Igral, le cashback là, qui m'a démarché au moins 4-5 fois pour me dire on vous donne 1 000 € pour placer 3 minutes d'Igral au début d'une vidéo. J'ai dit non à chaque fois. Et à chaque fois que je disais non, c'est comme si ils ne comprenaient pas. Donc à chaque fois que vous voyez une greluche placer son Igral au début d'une vidéo, vous savez combien elle a récolté. Bien évidemment, moi je suis une petite youtubeuse, mais imaginez des gens qui ont beaucoup d'abonnés, ils touchent certainement beaucoup plus d'argent. C'est clairement mal à l'aise mettant pour moi, par exemple, si j'avais dit oui à Igral. Je commence ma vidéo et je vous dis alors, avant de parler de notre sujet, je voulais vous dire, pour votre cashback, pour avoir de l'argent en faisant des achats, inscrivez-vous chez Igral, vous aurez 20% de je sais pas quoi machin, et voilà. Je me vois pas faire ça en fait. J'aurais vraiment l'impression de vendre mon cul, mon âme. Ce qui m'emmerde dans le placement de produits, c'est le fait, en fait, on me force par le biais de l'argent à faire quelque chose qui me fait chier. Est-ce que j'ai besoin d'argent à ce point pour faire ça? Je pense pas. Je serais youtubeuse et ce serait mon métier, ce serait peut-être différent. Peut-être que j'aurais besoin de rentrer d'argent. Bon, la prochaine fois que je vous place un truc, vous avez le droit de m'envoyer des tomates.
comment tu penses que les grands youtubeurs gèrent la pression. Oui, je pense que être un youtubeur, c'est pas spécialement quelque chose de facile parce que c'est un peu être une star et ne pas avoir de garde du corps avec le public. Quand t'es un chanteur, tu chantes, t'es sur scène, mais en bas, t'as des molosses qui font en sorte que les gens ne te sautent pas dessus. En ce qui concerne YouTube, avec l'espace commentaire, bah en fait, si. Les gens te sautent dessus, les gens t'attaquent frontalement, les gens t'attaquent directement. Et c'est ça qui est un petit peu compliqué. Encore une question sympa. Penses-tu que ton âge te mette en décalage avec le public de YouTube? Évidemment. En général, on suit les youtubeuses sur lesquelles on peut s'identifier. Moi, en l'occurrence, tout le public jeune, je pense qu'ils ont autre chose à foutre que d'aller regarder la maman avec ses 3 enfants et ses 40 balais. La plupart des youtubeuses connues ont entre 20 et 30 balais, on va pas se le cacher. Après, le décalage psychologique avec le public, il est aussi présent parce que moi, j'ai grandi à une époque où on était libre. Je suis fille de hippie, auquel il était interdit d'interdire, et du coup j'ai grandi dans la plus grande liberté d'expression, la plus grande liberté de se foutre de la gueule du monde. En 2020, comme les choses ont énormément changé, je ne suis plus dans le coup. Moi j'ai grandi avec des proches, les inconnus, les nuls, sauf qu'aujourd'hui c'est plus du tout le même contexte. Aujourd'hui tu peux rien dire sur personne, sur aucun sujet. Tu peux te faire attaquer pour tout et n'importe quoi. Si tu n'as pas le discours lisse, bienveillant, bien pensant, ce n'est pas la peine de l'ouvrir, tu passes pour le méchant de service. Donc évidemment que je me sens en décalage, j'ai pas spécialement envie de rentrer dans le moule 2020. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je pense que vraiment, on appartient à une époque et que la seule époque qui vous marque à vie, c'est celle dans laquelle vous vous développez. Moi, en l'occurrence, je pense que je suis une enfant des années 80-90 et que ça se ressent énormément dans ma façon de gérer ce que je dis et ce que je pense. Tous les gens de mon âge et un peu plus âgés, on a vraiment grandi dans une ambiance détendue où on roulait sans ceinture. Je dis pas que c'est bien évidemment que c'est pas bien de rouler sans ceinture et c'est pas bien de fumer sa clope dans les chiottes, comme mon père il faisait, mais on était vraiment dans un état d'esprit beaucoup moins fliqué, beaucoup moins gendarmisé, beaucoup moins aseptisé. Bien évidemment, on parlait pas non plus des sujets fâcheux, on était beaucoup plus laxiste sur plein de choses. Après, il y a des bonnes choses, il y a des choses qui ont changé pour le mieux, bien évidemment, il y a des choses qu'on accepte beaucoup plus aujourd'hui, et tant mieux, heureusement, le mariage des homosexuels, enfin, tellement de choses beaucoup mieux qu'avant, mais à contrario, beaucoup moins de liberté d'expression. Donc oui, le décalage psychologique, il est forcément là avec le jeune public. Dernière question, mal à l'aise mes tantes, quel est ton rêve secret en nombre d'abonnés? Évidemment que j'ai envie d'avoir plus d'abonnés. Qui n'a pas envie? C'est évident, je vais pas vous dire non, moi je suis bien. Oui, bien sûr que je préfère avoir 10 000 abonnés avec la tête bien remplie que 1 million de cruches et de nunuches abonnés à ma chaîne qui attendent qu'une chose, c'est que je leur dise comment il faut qu'elles vivent, ou que je leur fasse penser que ma vie est parfaite et que je suis quelqu'un de parfait, alors que c'est pas le cas, personne n'est parfait. Toutes les youtubeuses que vous voyez tirées à 4 épingles, qui soi-disant ne fument pas, ne boivent pas, mangent vegan, se brossent les dents matin, midi et soir, tout ça, c'est de la merde, c'est faux. Je pense qu'il y a énormément de femmes qui ont des troubles divers et variés, mais que sur Instagram, sur YouTube, sur tous les réseaux sociaux, faut paraître complètement parfait, toujours bien foutu, toujours le teint frais. Mais les gens aiment le glamour et ça changera jamais. Et moi, je peux les comprendre. Quand on suivait des séries à la télé quand on était jeune, on aimait regarder Beverly Hills parce qu'ils étaient beaux, jeunes et riches. Ils ont jamais sorti une série sur un groupe de jeunes clodo punk à chien qui se piquent et qui boivent de la 8-6. On est d'accord que le décor et le physique et tout ça, c'est ce qui prime, et parce que les gens ont envie de rêver et on peut pas leur en vouloir. Donc peut-être un jour, j'aurai 100 000 abonnés. Mais faut pas se leurrer. Et voilà, c'était ma vidéo auto Q&A. J'ai essayé de répondre à mes questions le plus franchement possible. N'hésitez pas à m'en poser d'autres parce que si jamais il y a quelque chose qui vous turlupine en ce qui me concerne, vous pouvez toujours utiliser les commentaires pour faire ça. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère ne pas avoir été trop désagréable comme d'habitude. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!